Est-ce que tout se voit bien au niveau de l'écran? Ça a l'air pas mal. Hop. On va démarrer tout doucement. Du coup, aujourd'hui, on se voit pour préparer l'été sereinement. Comment accompagner les patients atteints d'un cancer durant la période estivale notamment, mais surtout tout au long de leur parcours. C'est ça qui est important. Et pourquoi ça ne passe pas? Alors, le programme, du coup, on va préciser un petit peu comment fonctionnent voilà, les CLCC, donc les centres de lutte contre le cancer l'été, les critères d'urgence en cancérologie, la conduite à tenir face à ces symptômes, les bonnes pratiques pour les pansements et les différentes recommandations qu'on peut apporter et donner pour les patients qui sont en vacances ou qui vont partir en vacances et qui sont en traitement, bien entendu. Alors, je vais garder la parole. Les fonctionnements de CLCC l'été. Alors, bien sûr, qui dit été dit souvent congé estival. Donc, il y a en effet des fermetures de lits, notamment en chirurgie pour le CLB. Mais bien entendu, aucun traitement n'est suspendu, n'est arrêté, que ce soit au niveau des suivis où, voilà, j'ai marqué oncologue, chirurgien, radiothérapeute. Pas d'interruption des traitements et des suivis. On adapte, bien sûr, en fonction des vacances des uns et des autres. C'est juste que si par exemple un patient a un souci à domicile de température ou de complications chirurgicales, voilà, il faut bien contacter en amont l'IDEC, le secrétariat en fonction pour que ça s'organise. Hein. C'est surtout ça qui est important pour que les choses soient plus fluides. Le médecin de garde, il reste disponible bien entendu par le standard la nuit, les week-ends et les jours fériés. Spécifique à nous au centre Lyon-Bérard, donc on a un petit service, ce qu'on appelle du G8, donc c'est des urgences d'événements indésirables, donc c'est les urgences entre guillemets sur rendez-vous, qui restent ouverts bien entendu même l'été. Et voilà, les IDEC, les IPA restent joignables avec les coordonnées qui sont bien sûr toujours remis aux patients ou qui sont sur Mairie de santé en fonction des besoins des uns et des autres. Je vais passer du coup la parole à mes collègues Ama en hémato, à Elodie et à Audrey pour commencer à aborder justement les critères d'urgence. Pouvez-vous nous les définir et surtout voilà, expliquer aussi qu'est-ce que c'est la fièvre, qu'est-ce qu'on entend par ce mot-là, à quel moment voilà, il est important d'alerter et de donner le signal. Et puis bien sûr, voilà, les différents grades qu'il peut y avoir. Je vous laisse la parole, je ne sais pas laquelle des deux veut démarrer. Alors, pour l'oncologie en règle générale, mais notamment en hématologie, où les traitements sont très aplasiants, c'est-à-dire que les polynucléaires neutrophiles sont inférieurs à 0,5 giga par litre, la fièvre peut être un critère d'urgence. Qu'est-ce qu'on entend par fièvre pour nos patients? On part du principe qu'un 38 de température doit être recontrôlé entre 1 heure à 2 heures après. S'il y a donc 2,38, il faut nous appeler ou appeler le médecin de garde si ça arrive le soir, le week-end ou la nuit. Un 38,3 doit automatiquement nous être signalé. Voilà, parce qu'avec peu de défense immunitaire, on sait que c'est un critère d'urgence et le patient doit pouvoir bénéficier déjà d'hémoculture, d'un bilan sanguin, s'il n'a pas de bilan sanguin récent, d'une CRP, pour pouvoir mettre en place éventuellement des antibiotiques, contrôler des urines s'il y avait des critères d'infection urinaire, etc. Tu veux parler des... Oui. Les nausées, donc, y être beaucoup plus sensibles pendant l'été parce que bien sûr il fait chaud et les patients ont tendance à beaucoup plus se déshydrater. Donc nous les patients, alors nous on est spécialisé en hémato, donc c'est ce qu'on dit aux patients, mais ça peut être transportable sur pas mal d'autres pathologies. Oui. On leur parle des critères de gravité, quand est-ce qu'ils doivent nous appeler ou pas. Des nausées grade 1, normalement, c'est un patient qui a une perte d'appétit, mais qui continue à manger. Et normalement, sur les ordonnances, il a de quoi répondre à ces nausées grade 1. Donc, si il a à peu près compris ce qu'on lui a raconté, normalement, il n'y a pas besoin de nous appeler. Grade 2, le patient va commencer à moins manger. Il va peut-être pas forcément perdre de poids, mais il va moins manger. Il y a quand même un risque de déshydratation, de malnutrition. Et puis du coup, sur le long terme, de perte de poids. Et qui dit perte de poids dit que la chimio sera plus compliquée à lui administrer. Donc, grade 2, en général, on demande à nous appeler parce qu'on se dit que peut-être que le traitement de première intention n'est pas assez efficace, donc on peut le réévaluer. Grade 3, il y a des apports qui sont insuffisants. Donc, en général, si on n'arrive pas à gérer, on aura tendance à les faire revenir, soit pour mettre en place une hydratation à la maison, soit pour mettre des traitements
dans notre service d'hospitalisation. C'est rare qu'on fasse revenir les patients pour des nausées grade 3, en tout cas en hématologie, parce qu'en général, on est alerté avant. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'alerter en temps et en heure, parce que du coup, ça évite des grades 3, 4, justement. Et des réhospitalisations en service d'urgence ou en service d'hospitalisation classique. Tout à fait. Des traitements, mais un patient qui mange moins aussi, il faut bien penser à nous le signaler si c'est à cause des nausées, parce qu'on peut aussi le mettre en lien avec les diététiciennes qui va mettre en place un régime adapté, des compléments alimentaires, enfin qui va passer un vrai temps de consultation avec le patient pour comprendre ce qui le rend nauséeux, ce qui passe pas, et pour adapter justement la prise en charge. Super, merci. Il y a d'autres critères du coup? Je continue. Les vomissements, c'est à peu près pareil, hein. Grade 1, c'est 1 ou 2 épisodes. Grade 2, 3, 5. Grade 3 supérieur à 6. Et donc, il y a quand même un gros risque de déshydratation. Et comme pour les nausées, en fait, plus on est prévenu en amont, plus la réponse est efficace. Plus on attend, plus ça sera compliqué après d'avoir une réponse efficace pour le patient. Donc, bien qu'on soit prévenu, nous, en tout cas, en hématologie, on se met en lien directement avec le médecin pour pouvoir envoyer des ordonnances aux patients et que du coup, il y ait une réponse rapide et adaptée pour éviter justement que ça dégénère. Et toujours les conseils de base, hein, bien boire, manger ce qui donne envie, ce qui passe bien. Fractionner les repas. Voilà. Manger plutôt en petite quantité plusieurs fois dans la journée que manger des gros repas. Nous, on leur dit aux patients, si vous n'avez pas faim, si vous avez des nausées, des vomissements, ne vous forcez pas à manger, ça ne sert à rien, parce que ça va vous rendre encore plus malade, mais mangez plusieurs fois en petite quantité dans la journée. Et là, il n'y a pas de notion de manger pas gras, non, quand on perd du poids, il faut manger des féculents, il faut mettre de l'huile d'olive dans les pâtes, du beurre, du fromage, enfin, il vaut mieux manger moins mais plus calorique. Ouais, l'important, c'est d'avoir un apport. Voilà, exactement. Et pour les diarrhées, du coup? Concerne les diarrhées, donc effectivement, en période de forte chaleur, vraiment, il faut être très, très vigilant. Les grades 1, on estime que le patient doit nous le signaler, en tous les cas, quand on l'a au téléphone. Ou évidemment son infirmière libérale. Au-delà du grade 1, il faut forcément que le patient nous le signale pour éviter la déshydratation, pour éviter la fuite de potassium. Voilà, donc ce qu'on peut mettre en place, ça va être par exemple du Smecta, du Tiorfan. Et éventuellement, après un contrôle de coproculture, on peut effectuer une prise de l'opéramide. Et puis si évidemment c'est un grade 4 où le patient a bien plus de 8 à 9 selles par jour liquide, il faut que le patient soit réhospitalisé. Mais en attendant, entre le grade 1, 2 et 3, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place pour éviter au patient de se déshydrater et de lui éviter une hospitalisation supplémentaire. Et puis évidemment, on conseille toujours aux patients d'adapter leur alimentation, de manger des choses qui soient constipantes comme du riz, des bananes, des carottes, voilà. Oui, justement, on va le voir juste après. Par rapport à ces symptômes, quelle conduite à tenir quand on a de la fièvre? On va reprendre un petit peu parce que je pense que c'est important d'insister et de définir aussi voilà, ces périodes qu'on connaît de Nadir. Je vous laisse à nouveau la parole, les filles. Je ne sais pas laquelle reprend le relais. Lorsqu'il y a de la fièvre et ou des frissons, évidemment, il faut qu'on ait un contrôle biologique qui soit récent, notamment pour contrôler les globules blancs. Donc, faire une NFP, c'est primordial. Selon l'ordonnance qui aura été remise par le médecin, on peut éventuellement demander des hémocultures et une CRP. Alors, point de vigilance sur les hémocultures, il faut faire effectivement en voie périphérique et en voie veineuse centrale quand le patient est porteur d'une voie veineuse centrale. La CRP est demandée quasiment de manière systématique, au moins une fois par semaine, tout du moins chez les patients en hématologie, mais à rajouter s'il y a un critère de fièvre, de frisson ou un autre point infectieux possible. Je reparle de l'ECBU pour les urines, du point de ponction de la voie veineuse centrale, éventuellement de diarrhée. Toujours faire un contrôle de culture en fait. Et évidemment, si les polynucléaires neutrophiles sont inférieurs à 0,5 giga par litre, on part du principe que le patient est donc en aplasie, associé à de la fièvre, en aplasie fébrile. Et du coup, c'est vraiment une alerte qui doit être faite dans l'urgence. On ne reste pas un vendredi soir en aplasie avec de la fièvre en se disant mais non, je vais attendre le lundi que les infirmières de coordination
où les secrétaires ou même le médecin soient disponibles. Et pourquoi? Parce qu'il va falloir débuter des antibiotiques de manière assez rapide. Sachant qu'un patient, notamment nous, on a la casquette hémato, mais un patient en aplasie fébrile et donc surtout en hématologie, même si quand vous le voyez parfaitement bien, que ses constantes sont bien, sauf la fièvre, hein, mais qu'il n'a pas de critères de gravité à l'instant T, peut se dégrader 1 heure après. Donc c'est pour ça que le patient doit être hospitalisé et vu par un médecin. En l'occurrence, le médecin traitant ne suffira pas si c'est un patient en aplasie fébrile, en hématologie en tous les cas. Oui, même enfin, moi qui fais du cancer plus du sein, le médecin traitant, il va vraiment être sur une petite aplasie, typiquement à 0,6, 0,7, si on n'a pas de critères, comme disait Audrey, voilà, infectieux, que ce soit au niveau de la voie centrale, au niveau urinaire, au niveau pulmonaire, enfin voilà, qu'il n'y a pas d'autres. Nous, on demande, nous, en cancéro plus général, sur des chimiothérapies moins aplasiantes, qui est au moins un médecin quand même, si les gens habitent, parce que voilà, on est sur des centres régionaux, au plus proche de son domicile, en fonction, bien entendu, hein. Mais on demande toujours à être prévenu, par contre, pour le savoir. Et à noter que du coup, la baisse des globules blancs et notamment des neutrophiles arrive aux alentours de J8, J12. Je pense que c'est valable pour toutes les chimiothérapies, l'hématologie, du sarcome ou autre. Voilà, c'est vraiment le point de vigilance aux alentours de J10. Et en général, ça s'accompagne de fatigue et il y a une baisse de toutes les lignées, plaquettes, hémoglobine. Donc du coup, l'hémoglobine qui baisse, ça augmente la fatigue du patient. Et entre guillemets, c'est normal. C'est à surveiller, mais c'est attendu par rapport à la chimiothérapie. Oui, c'est pour ça qu'on avait précisé, pardon, la réassurance du patient, elle est hyper importante parce que sur ces moments-là, on sait que c'est des grosses sources d'angoisse déjà d'avoir des traitements de chimiothérapie et en plus, voilà, avec d'autres symptômes qui viennent se rajouter par moment, bien sûr pas à flux linéaire et égal, donc toujours être voilà, dans cette réassurance, dans ce discours positif et savoir lui dire les moments où il faut vraiment alerter, mais voilà, toujours en étant bienveillant et rassurant parce qu'on sait qu'ils sont un petit peu plus fragiles, même sur le plan psychologique par rapport à tout ça. Et les filles, on va continuer du coup avec ce que vous aviez déjà un petit peu évoqué sur tout ce qui est nausées, vomissements. Qu'est-ce qui est important à faire en premier lieu quand on a un appel, voilà, que ce soit de l'infirmière libérale ou du patient ou d'autres, de l'aidant aussi par moment? Je m'excuse, Charlotte, je fais juste une parenthèse sur la dia d'avant. Ouais. Les patients dans la période d'aplasie ont des facteurs de croissance à faire, justement, l'infirmière libérale, qui peut engendrer des douleurs osseuses, notamment en bas du dos, dans le sternum ou dans la mâchoire. Les douleurs ne sont pas, entre guillemets, un critère d'arrêt du facteur de croissance, parce que si on l'arrête, le patient n'aura jamais, enfin, va remonter très difficilement ses polynucléaires neutrophiles, mais auquel cas, il faut bien nous alerter parce qu'on peut mettre en place des antidouleurs et si ceux que le patient prend ne sont pas efficaces, on peut augmenter de palier. Donc ça aussi, c'est un critère pour nous appeler. Il ne faut pas arrêter, il vaut mieux nous appeler et qu'on mette en place un traitement adéquat. Comme je crois, Elodie, alors notamment en hémato, nous aussi en cancéro général, ne pas attendre d'avoir le résultat de la prise de sang pour faire l'injection de. Exactement. Hein, ça, c'est très important aussi, hein. On n'a pas besoin d'attendre le feu vert pour faire l'injection de facteurs de croissance ou GCSF dans le jargon un peu plus médical. Il faut bien le faire et voilà, ça n'a pas de lien direct, hein. Si éventuellement le patient est vraiment très, très, très algique et que la biologie était prévue 2 jours après, on peut avancer une biologie pour contrôler le taux de globules blancs. Super. Donc, je reviens à mes symptômes de nausée, vomissement. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire en fait finalement face C'est ça, oui. Merci Audrey, excuse-moi. à des vomissements tu voulais prendre la parole, Non, Charlotte? non, pas du tout, excuse-moi, je te faisais le lien, mais c'est que vu que je ne te vois pas. Évidemment, on vérifie auprès de notre patient qu'il a bien pris ses antinauséeux. Ça nous arrive quand même, pas quotidiennement, mais presque, qu'un patient nous appelle en nous disant voilà, j'ai des nausées et des vomissements grade 2, voire grade 3, et qu'il n'ait pris en fait aucun antinauséeux. Ensuite, on évalue depuis combien de temps, combien de fois est-ce qu'il a eu des vomissements, par exemple, comment est-ce qu'il a réussi à s'alimenter, qu'est-ce qu'il a pris comme médicament. Parce que ça arrive aussi que les patients nous appellent en nous disant, voilà, j'ai des vomissements, et quand à l'interrogatoire, on se rend compte qu'en fait, ils n'ont vomi qu'une seule fois, par exemple. Voilà, on leur conseille, comme on disait tout à l'heure, de fractionner les repas, de manger en petite quantité, plusieurs fois par jour. L'été, les choses un peu fraîches, les glaces passent souvent bien. On peut leur conseiller de manger des glaces très caloriques avec de la crème, enfin voilà, et ça passe plutôt bien. Le froid et la température ambiante,
diminue les odeurs, ce qui fait que ça a un impact sur les nausées plutôt positif. Éviter de mâcher aussi, parce que le fait de mâcher, d'avoir des aliments qui stagnent en bouche favorise le réflexe vomitif. De boire gazeux aussi, ça favorise le fait des fois de rôter et qui peut soulager les patients qui sont nauséeux. Proposer des boissons entre les repas, des choses un peu caloriques, pourquoi pas des smoothies, c'est vrai que ça passe bien, surtout en été. Voilà, et puis évidemment, mettre un rappel sur le téléphone, ça peut être une très très bonne idée, notamment pour les patients un peu âgés qui n'ont pas le réflexe de boire ou les patients qui vivent seuls tout simplement. Voilà, pour se dire, ah tiens, ça fait déjà 1 heure que je n'ai pas bu, donc là je bois un verre de coca, un verre d'eau, peu importe. Oui, vous verrez souvent sur les ordonnances de sortie, les patients sortent avec du Zofren et de l'Emend à prendre les 2 à 3 jours qui suivent la chimio. Même s'ils ne sont pas de nausées, on conseille de le prendre parce que c'est de la prévention. C'est pour justement pas être nauséeux dans une semaine. Donc nous, on n'arrête pas de leur dire aux patients, mais s'ils vous demandent, effectivement, vous pouvez leur rappeler. C'est ça, c'est obligatoire. Oui, ça, c'est encore des conseils sur les repas, de prendre son temps, quitte à reposer la cuillère entre chaque bouchée, parce qu'effectivement, on a quand même vite tendance à manger rapidement, ce qui fait que du coup, on a plus vite cette sensation de se sentir plein. Une paille, tasse fermée, oui, en fait, c'est pour éviter les odeurs et avoir des petites gorgées qui, du coup, des fois, en général, ça passe mieux et ça évite les nausées. Et éviter de manger où le repas est préparé, c'est toujours une question d'odeur. Et puis effectivement, si quelqu'un d'autre peut préparer le repas aux patients, c'est encore mieux parce que le fait de se faire à manger, souvent ça a tendance à couper l'appétit. Certaines thérapies complémentaires sont très efficaces pour éviter les nausées et les vomissements, mais pas que. L'acupression, l'acupuncture, la réflexologie plantaire, la sophrologie, on sait que ça a un impact sur les douleurs, sur la fatigue, sur la constipation et les troubles du transit, sur l'anxiété et notamment sur les nausées et les vomissements. Donc ne pas hésiter à le conseiller aussi aux patients en sachant que ça peut avoir un coût. En tous les cas, au centre, on a certains praticiens qui font partie des soins de support qui peuvent en tous les cas accompagner et aider les toxicités des traitements pour nos patients. Par contre, attention avec tout ce qui est sur tout ce qui est phytothérapie, ou auquel cas il faut qu'on voit avec notre pharmacien si c'est compatible avec la chimiothérapie. Il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses. Oui, parce que je crois, sauf erreur de ma part, qu'il y a aussi certaines huiles essentielles et des sticks qui sont... Il n'y a pas quelque chose qui est proposé, un protocole d'aromathérapie qui peuvent être proposés sur les nausées, vomissements avec une certaine vigilance, et il faut bien s'assurer, c'est une prescription médicale, que c'est adapté pour le patient et qu'il n'y a pas d'interaction, d'incompatibilité avec, mais il y a aussi des bons résultats sur l'aromathérapie en thérapie complémentaire. Oui, beaucoup sur les odeurs aussi. Et on insiste, nous, beaucoup sur le côté complémentaire. Ça va en complément des médicaments, comme vous l'avez dit avant, les filles, et ça ne se substitue pas normalement au traitement médicamenteux. Ensuite, on va... Vas-y, Charlotte, je t'écoute. Non, mais j'allais vous dire, concernant les diarrhées, c'est ce que vous aviez déjà un petit peu dit tout à l'heure, bien toujours vérifier la prise d'anti-diarrhéiques. Toujours ce respect de prescription, parce que souvent les patients, ils l'ont sur l'ordonnance, mais ils ne sont pas toujours... voilà, il y a beaucoup d'informations, ils ont pas toujours vu, donc réexpliquer, reformuler, ça reste très, très important. Toujours se questionnement aussi. Est-ce que ça dure depuis longtemps? Est-ce que vous en avez combien par jour? Est-ce que c'est en plus de la norme? Parce que des fois, il y a des gens qui ont des transits plus paresseux, au contraire, des colopathie ou autre. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose? Les filles le disaient très bien tout à l'heure, l'hydratation est capitale parce que le risque de déshydratation, surtout l'été, peut arriver très, très, très vite. Donc, toujours conseillé à boire 1,5 litre, 2 litres par jour. On est toujours vigilant aussi s'il y a des douleurs associées, parce qu'il y a des risques de colite importants sur certaines chimiothérapies comme le Taxotere, le Taxol. Donc, très, très important de nous alerter s'il y a de la diarrhée, s'il y a des douleurs, si le patient commence à moins boire, parce que c'est des gens qu'on fera plus facilement revenir aussi sur l'hôpital pour faire un bilan complémentaire. Et Audrey l'a très bien dit tout à l'heure, sur les conseils, et Elodie aussi, on évite de manger cru, les plats saucés,
on évite le lait, les laitages, plutôt manger des choses à base de féculents, de carottes, des compotes de bananes ou de coin, hein, voilà, on sait que c'est des fruits qui sont plutôt constipants, des viandes grillées avec des féculents, hein. C'est des choses qui sont hyper importantes à donner en conseil aux patients. Et puis Audrey parlait de fuite de potassium à cause des diarrhées, Ouais. à savoir que le chocolat noir, les bananes et les frites sont pleins de potassium, donc il faut bien leur dire d'en manger s'ils ont une hypokaliémie sur le bilan sanguin. On autorise les cures de chocolat. Wow. Vous validez? Maintenant, je vais passer la parole du coup à Charlène Bijard. Je vais la laisser se présenter pour celles qui n'étaient pas là. Bonjour à tous, donc je m'appelle Charlène Bijard, je suis infirmière au département des soins de support et je m'occupe de tout ce qui est pansement au sein du centre. J'ai une activité mobile sur le centre, mais aussi j'accompagne les patients aussi quand ils sont à domicile. Alors, je ne vais pas les voir à domicile, mais je me mets souvent en lien avec les infirmières libérales. Et voilà, pour moi, c'était aussi l'occasion, ce webinaire, de participer, parce que je pense que ce rôle et cet échange avec les libéraux est essentiel dans notre pratique. Et puis, donc là, c'est l'occasion d'échanger, de se présenter, de revoir ce que j'appelle les fondamentaux dans les bonnes pratiques sur les pansements. Et puis, également un peu plus pour s'adapter au thème du webinaire sur l'été. Donc voilà, bien sûr que la plupart des pansements sont destinés à favoriser la cicatrisation. Alors, je ne vais pas vous faire un topo sur la cicatrisation, mais ce qu'il faut retenir d'une manière générale, c'est que les pansements, ils sont là pour favoriser un milieu humide contrôlé. Ce que j'entends, c'est qu'il faut apporter suffisamment d'humidité pour favoriser la cicatrisation, mais il va falloir bien gérer les exsudats et la macération pour une bonne évolution locale. Donc, ça, c'est un petit peu sur les idées fausses des fois qu'on a. Certains patients disent une plaie cicatrisera mieux si elle est laissée à l'air libre. Et ben non, finalement, hein, les études montrent bien qu'une plaie traitée en milieu humide, finalement, cicatrisera mieux et qu'à l'inverse, si elle reste à l'air, il va y avoir une formation de croûte et que cette croûte va ralentir le processus de cicatrisation. Et souvent, c'est ce que je dis aux patients quand on enlève cette croûte, parce que nous, en consultation, on est très vigilant par rapport à ça. Et c'est vrai que les patients ont l'impression qu'on crée une nouvelle plaie, alors qu'en fait, c'est juste qu'on met en avant quelque chose qui n'avait pas cicatrisé. Et donc, en effet, donc, comme je disais, il va falloir aussi bien gérer les exsudats parce qu'une mauvaise gestion des exsudats va favoriser la macération. Voilà, donc ça, c'est le grand principe de la cicatrisation en milieu humide. Mais bien sûr, ce qu'il faut, et ça, c'est indispensable, et je dirais que c'est nécessaire à retenir, c'est quelle que soit la plaie, c'est d'abord le traitement étiologique qu'il va falloir retenir. C'est-à-dire qu'en effet, une escarre ne cicatrisera pas s'il n'y a pas de décharge associée. On peut y mettre, les pansements sont une grande aide, mais voilà, c'est loin de tout faire. Donc, c'est très important de repérer l'étiologie et de corriger le facteur responsable de cette plaie. Et par exemple, je vais donner un autre exemple. Si on parle d'ulcère veineux, généralement, une compression veineuse adaptée est nécessaire. Et des patients, des fois, qu'on suit pendant plusieurs années qui ont des ulcères veineux, mais à partir du moment où ils mettent la compression veineuse adaptée, l'ulcère veineux, en tout cas, va s'améliorer parce qu'on a pris en charge l'étiologie correctement, alors qu'avant, on avait fait des soins tout à fait adaptés, mais l'étiologie n'était pas prise en compte. Aussi un rappel qui est très important parce que ça fait partie des remboursements aussi. Donc les pansements, c'est un coût très élevé, hein, les pansements. Donc la prise en charge d'une plaie, ça représente un coût très important. Et c'est aussi très important, l'HAS nous recommande et nous dit en tout cas que les différents pansements primaires, en dehors des pansements au charbon actif, ne sont pas destinés à être associés entre eux sur une même plaie. Donc, il faut être très vigilant. Déjà, il n'y a pas d'intérêt et en plus, on n'est pas dans les clous
coup en faisant ça. Donc, moi, alors, je ne suis pas la seule à dire ça, mais on ne fait pas de pansement, ce qu'on appelle puzzle ou de pansement sandwich. Alors, puzzle, c'est-à-dire qu'un endroit, il y a de la fibrine, donc je vais mettre telle autre chose. À tel endroit, c'est du bourgeonnement, donc ça coule, donc on va mettre ça. Donc, non, on s'oriente sur une prise en charge globale avec un type de pansement adapté. Voilà, et on évite les pansements sandwich où on se dit on va avoir tout mis, donc il y a bien quelque chose qui va fonctionner, mais les pansements, ça a des indications, ça a des contre-indications, ça a des modes d'utilisation, donc on va voir. Donc il faut respecter tout ça. Et donc, ce qui est important, et ça, c'est un message, alors c'est surtout valable, c'est tout le temps valable, mais ça l'est a fortiori en période estivale et en forte chaleur. Il ne faut pas associer des pansements gras et des pansements siliconés. Ils ne sont pas faits pour être associés ensemble. Alors, je n'ai rien contre l'association. Là, j'ai juste mis un nom de marque pour que ça puisse parler peut-être au plus grand nombre. L'association tulle gras gélonette, par exemple, avec du Mépilex. Donc, normalement, c'est soit soit le tulle gras associé à un pansement sec, Cicaplay, une compresse ou quelque chose comme ça, soit on utilisera un pansement siliconé. Et on est aussi vigilant avec tous les pansements plastifiés. Souvent, en fait, bien que ça permette quand même les échanges gazeux, souvent quand même, ça favorise la macération. Donc, on est d'autant plus vigilant et surtout quand il y a des fortes chaleurs. Voilà. On évite de tous les mélanger ensemble. C'est ça. Alors ça, c'est capital. En plus, ça ne marche pas. Donc, ça coûte cher, ça ne marche pas. Donc, voilà. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Donc, je pense qu'en effet, tous les infirmiers libéraux le savent. Je ne leur apprendrai rien en disant que maintenant, donc depuis 2012 en tout cas, les infirmiers ont un droit de prescription et ils sont autorisés à prescrire. Alors, sous réserve de conditions, je ne les ai pas toutes notées parce que c'est vrai que ça chargeait beaucoup la diapo. Et je pense que pour le coup, vous connaissez très bien les conditions. Certains dispositifs médicaux. Alors, je trouve ça génial, extraordinaire que les infirmiers maintenant puissent prescrire certaines choses. Et je pense que ça nous donne beaucoup de flexibilité. Par contre, c'est vrai qu'il y a un large choix de pansements et le fait de cette responsabilité de prescription implique quand même de bien connaître les propriétés, les indications et le mode d'utilisation pour un bon usage des pansements. Donc, voilà, donc je pense qu'il faut être vigilant sur ce qu'on a le droit de faire parce qu'il faut le faire bien parce que sinon, des fois, après, j'ai peur que la sanction soit des fois… on peut être délétère finalement alors que ça partait d'un bon sentiment. Et donc, pour illustrer un petit peu les propos, on se pose souvent la question, est-ce que je dois humidifier ou pas l'algostérile à la pause? Les recommandations du laboratoire, en tout cas, sont celles-là. Donc, on humidifie les plaques d'algostérile quand on pose le pansement. C'est un exemple parmi d'autres que je vous cite. Ouais, une question qui est souvent quand même… C'est une question qui revient souvent, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci pour illustrer. Je voulais aussi revenir sur les soins d'hygiène parce que c'est vrai que je pense que c'est très important, surtout en période estivale. C'est valable vraiment tout le temps. Mais je pense qu'on est tous très contents quand on peut prendre une douche, nous, quand c'est l'été. Et les patients, c'est pareil. Et la plaie, c'est encore mieux pour elle si elle peut être lavée à l'eau et au savon. Les antiseptiques, alors j'ai mis, ne sont pas recommandés. C'est-à-dire que dans les pratiques, maintenant, ils ne sont plus utilisés, hormis sur la période préopératoire pour désinfecter le site opératoire. Mais d'une manière générale, sur les plaies chroniques et même post-chirurgicales, on n'utilise plus du tout les antiseptiques. En tout cas, chez nous, et c'est vraiment une pratique qui est largement démocratisée. Voilà. Par contre, en revanche, autant la douche, c'est important, autant les bains et les baignades sont à éviter, normalement à proscrire sur certaines chirurgies, mais en tout cas, j'ai donné comme délai 4 à 6 semaines parce que selon les chirurgies, il y en a qui raccourcissent un petit peu ce délai, puis il y en a qui sont un peu plus loin, mais je pense que déjà 4 à 6 semaines, c'est bien s'il faut retenir une date.
Pour les soins de cicatrices, pareil, c'est très important. Une fois qu'il n'y a plus de pansement et que la cicatrisation est acquise, il va falloir bien penser à hydrater et à dire à vos patients d'hydrater régulièrement leur cicatrice avec une crème hydratante et cicatrisante, 1 à 2 fois par jour. Et environ 1 mois après la chirurgie, alors ça c'est pareil, le délai est fixé un petit peu, c'est un peu chirurgien dépendant. Selon la cicatrisation voilà, aussi. C'est ça, les complications qu'il y a eu, la qualité de la peau, mais il va falloir insister et expliquer aux patients, parce que ça c'est des soins, en fait, que ce soit l'hydratation ou le massage de la cicatrice, il n'y aura plus de passage et plus de soins infirmiers en tout cas là-dessus, donc c'est aussi dans notre formation qu'on peut donner aux patients et toutes ces petites informations et techniques, comment masser une cicatrice, c'est-à-dire appuyer, la faire blanchir, ne pas hésiter à la décoller un petit peu. C'est pour ça qu'il faut quand même que la cicatrice soit solide, parce qu'un massage de cicatrice, ce n'est pas un massage délicat, c'est un massage qui est des fois même un peu douloureux. Voilà, pour éviter que les cicatrices soient trop adhérentes. Et alors là, vraiment un conseil qui est très estival, mais qui est valable pour tout le temps, parce que même en plein hiver, on peut tout à fait être au soleil, exposé. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment penser à expliquer aux patients de protéger les cicatrices du soleil, et ça pendant une durée assez importante, au moins pendant 12 à 18 mois, avec des vêtements et des crèmes solaires, et éviter le plus possible l'exposition directe sans des cicatrices pendant cette période-là. Voilà. Et là, pour les recommandations, voilà, pour les patients cet été notamment, on a beaucoup parlé d'hydratation et du risque de déshydratation capital. Tout à l'heure, on parlait leur donner des petites astuces, des rappels sur le téléphone, le journal, si le journal, je tourne 3 pages, je bois une goutte d'eau. Enfin, voilà, c'est des petites choses toutes bêtes, mais qui des fois, à force de rabâcher, rentrent plus facilement au niveau de notre tête. La protection solaire, toujours. Charlène en parlait. Donc, sur les cicatrices, on est sur 1 an à 1 an et demi. Pendant la chimiothérapie, c'est pareil, on est photosensible pendant 1 an. Donc, 50 plus obligatoire, même sous le parasol, même dans la voiture. En fait, voilà, comment on appelle, le pare-brise n'est pas protecteur des UV. Donc, bien leur rappeler que voilà, dans le quotidien, il faut bien penser à la mettre, mais surtout à la renouveler. Ça, c'est capital. Ne pas s'exposer. Donc, je parlais de la photosensibilité. Si chimiothérapie ou immunothérapie, voilà, tout traitement qu'ils peuvent avoir sur un autre hôpital, parce que des fois, voilà, heureusement, on leur permet de maintenir leurs vacances. Bien penser à leur dire d'amener le dossier, même si tout sera, voilà, bien sûr, faxé et envoyé. On ne sait jamais. Il faut toujours être prudent. Bien penser aussi à s'organiser sur le lieu de villégiature, donc la prise de sang, bien entendu, s'il y a besoin d'une infirmière, s'il y a des facteurs de croissance, s'il y a d'autres types d'injections, des fois d'injections dans le cancer du sein, de protection ovarienne avec des injections voilà, pour mettre les ovaires au repos tous les 28 jours, voilà, des choses qu'il faut anticiper pour ne pas se retrouver dépourvu. Et bien sûr, on garde toujours à l'idée que même s'il fait chaud, il faut maintenir une activité physique adaptée. Donc, même si les patients vous disent « on est fatigué, je peux plus », voilà, ça a été vraiment prouvé que une simple balade, voilà, marcher au moins 30 minutes par jour, et bien, ça permet justement à notre corps de mieux produire au niveau de la moelle osseuse, les globules blancs, les plaquettes, les globules rouges. Et voilà, et surtout, ça va libérer les fameuses endorphines, vous savez, et du coup, finalement, la fatigue va petit à petit être mieux vécue par le patient. Et on ne leur dit pas, oui, il faut se reposer, mais il faut aussi bouger, c'est capital. Donc, la balade le matin, le soir, surtout que voilà, on sait que là, on est en période un peu caniculaire, donc les midi 16h sont à éviter, mais voilà, on les encourage quand même, voilà, quand il fait un petit peu plus frais, à faire des choses toutes simples, ou même dans son fauteuil ou dans son canapé, voilà, faire des petits mouvements qu'on peut avoir, que ce soit type de yoga ou autre chose comme ça, qui reste super, super important pour que ça se passe mieux pour eux par la suite. On a terminé pour nous. Maintenant, place
si vous avez des questions. Profitez de ce moment-là pour qu'on échange. Il y aura aussi sur la barre de discussion un petit lien pour faire des questions. Vous savez, sur le but du jeu, c'est que sur la communauté, on organise des webinaires, des choses voilà, pour que les gens s'y retrouvent sur le terrain. N'hésitez pas à nous dire vos difficultés aussi ou les choses que vous voudriez un peu plus aborder. On n'hésitera pas à en faire, bien sûr, des webinaires. Le prochain, du coup, sera à la rentrée, là, au mois de septembre, le 21 septembre, exactement. Ça sera sur le thème des voies veineuses centrales, parce que voilà, il y en a des nouvelles aussi qui arrivent, notamment le PIC-Porte, le PIC-Line, le PAC, des choses un peu plus connues maintenant. Mais voilà, ça peut être une grosse source de stress pour le patient, mais des fois aussi, voilà, pour les soignants aussi, quand on n'est pas habitué à manipuler ce genre de voies veineuses centrales, avec les conseils adaptés. On aura des poseurs de Rouen et du CLB pour nous aiguiller sur tout ça. Donc voilà, je me tais, je vous laisse la parole. Je vais aller dans la petite barre de recherche d'ailleurs. Je vais peut-être arrêter de partager mon écran. Hop. Alors, je cherche. Alors, bonjour. Tac, tac, tac. Je recherche un acupuncteur.